Nous étions réveillés bien avant l'aube. Je nouais mes gros godillots assis sur la caisse de la coopérative de lait. Le café refroidissait sur le béton de la terrasse. Toi, tu faisais silence. Silence entre et parmi les pierres. Les nuits de lune blanche, tu faisais briller les feuilles de la vigne accrochées à la maison de Rachel et d'Uri. Souvent, rien ne bougeait. Tu retenais ton souffle et la lune brillait comme seule respiration. Tous ceux qui se lèvent bien avant l'aube connaissent tes parfums qui se bousculent sans que rien ne vienne troubler l'ordre naturel des choses. D'abord, le gazon qui s'engraisse de fraîcheur, puis la vigne, encore elle, qui charrie toute la chaleur vibrante de l'été. Lorsque tu lèves sur toi la laine pure et mordante du désert, descendent des marches de Judée l'odeur des poulaillers, toute piquée d'ammoniac, et plus loin, celle des feux allumés au village pour nourrir la terre de cendres et de cristal. Et puis tu m'accompagnes, toujours là-haut, vers les hangars. Nous avons le visage frais, l'œil vif à présent. À mes pieds, mes camarades dorment. Uri est peut-être parti pour la Falra, saison de tournesol. J'entends grésiller la radio du chômeur qui patrouille en rêvant de son lit et le pas rembourré d'un chien égaré qui rôde, idiot et sale. Pendu par les pattes aux poutrelles, une guirlande de pipistrelles immobile. Le siège du tracteur, baptisé de rosée, n'est que mousse brune et plastique écaillé. Je retiens ma respiration en tournant la clé, comme si la fine buée de mes lèvres et mes poumons gonflés pouvaient garder secrets les crachats du moteur. Les phares échancrent herbes folles et bas-côtés. Lorsque je descends pour ouvrir le portail de métal tordu rendu depuis des lustres à sa rouille première, un chacal effrayé abandonne sa proie. Ton verger frissonne, résonne, dissonne. Monte en moi le désir et la paix du sommeil. 4 leaders de Strauss, et la radio me signale à des soldats anonymes qui font danser des sachets de thé dans des tasses ébréchées. Dans les yeux blancs du tracteur, les yeux jaunes des chiens, des gazelles, des renards et des aigles, et le ciel de constellations mystérieuses. Et au fond, dans le fond sombre et piqué du Wadi, le gémissement argenté des péchés. Jamais, mon amour, ma terre bien-aimée, je ne me suis senti plus confiant, faible et puissant que lors des nuits d'été où tu m'accompagnais, répétant sur mes lèvres, homme libre, enfin déraciné. Dans les toilettes où nous sommes allés fumer, Francis, Red Garland et moi, un joint de Marie-Jeanne épais comme le pouce de Count Basie, Train reniflait un énième rail de poudre sur le bord du lavabo. À la reprise, on en était à 4. Et là, Coltrane, sobrement, sans se déhancher, bien en ligne, avec le gros micro marqué du sigle VG, s'est révélé le plus angélique des mauvais garçons. Il respirait dans son instrument comme un boxeur entre chaque coup asséné à son adversaire. Il arrosait le studio d'une joie de vainqueur. Abby m'a fait un clin d'œil et, probablement un peu ivre, a esquissé 2 ou 3 pas de danse. Elle était pieds nus et, sans l'entendre, je devinais jusque dans mon bas-ventre le froissement de ses bas sur la moquette. Puis ce fut Alf Nelson et le bop avait repris l'avantage au point. Miles dégommait les pistons, rivalisait avec Dizzy et Coltrane en fiotant avec Charlie Parker et les clés de son sax ténor. Dans ces conditions, fallait se bouger, on ne pouvait pas faire autrement. C'était aussi naturel que de se mettre debout au Madison Square Garden lors d'un combat à Sugar Ray LaMotta. Frances, qui était à la fois danseuse et défoncée, a fait valdinguer ses escarpins jaunes à travers le studio. Miles a profité du solo de Jones pour vider sa trompette de la bave accumulée sur la moquette lit de vin. J'ai pris la main d'Abby et elle ne s'est pas dégagée de mon étreinte.
Le carnet à spirale est tombé de ma poche et tous les mots emmagasinés entre ses pages. À 3 heures du matin, la session s'est achevée sur les marches de l'escalier qui grimpait au studio Van Gelder. Thelma, ébouriffée qui habitait à Englewood de l'autre côté du fleuve, est partie avec son patron et Bob Weinstock dans une Dodge blanche. Miles, Francis et Coltrane sont rentrés à Manhattan en taxi. Chambers et Jones, qui connaissaient un bar encore ouvert à Hackensack, n'ont pas trop insisté pour qu'on vienne avec eux. Moi, j'ai raccompagné Abby chez elle, sur Grand Concourse. J'ai pesté contre cette foutue Mercury qui n'était toujours pas décapotable. En roulant sur Washington Bridge, alors que toutes les lumières de New York crépitaient sur l'Hudson, Abby a posé sa jolie tête crépue sur mon épaule et replié sous elle ses magnifiques jambes gainées de soie. Elle épousa le premier venu, le premier qui s'avisa de lui promettre de la protéger. C'était un drôle de type, avec des dents de cheval plantées dans la chair rubicondée de ses gencives et des yeux plongés si profondément dans leurs orbites qu'on eût dit des agates dans une flaque d'eau. Ses pommettes saillantes étaient marquées par la pointe aiguë de ses favoris qu'il laissait courir au-delà des maxillaires de telle sorte qu'ils enveloppaient presque le lobe de ses oreilles. Elle avait minutieusement constaté que ce visage, celui de son époux, possédait déjà les aspérités précurseurs de son squelette. Comme elle ne connaissait que peu de choses de la chimie des corps, elle n'éprouva à son égard ni répulsion ni envie, aucun de ces jugements intempestifs qui provoquent soit le dégoût, soit l'attirance. Depuis sa fenêtre, elle guettait les 3 voitures bleues sombres, frappées en lettres d'or sur toute leur longueur des 10 mots rutilants. Compagnie internationale des wagons-lits et des grands express européens. Ces 3 wagons étaient comme les 3 saphirs d'un collier, l'émergence au-delà des carreaux d'un monde mystérieux, d'un exotisme inaccessible. Elle suivait le falot rouge de la dernière voiture jusqu'à disparaître dans la méchante lumière des nuits déclinantes. Pour quelques secondes seulement, le ruban de vitres jaunes éclairait le paysage désolé, l'embellissait d'une parure surnaturelle. Debout, évitant de respirer pour ne pas embuer les carreaux, main gauche sur son ventre, elle avait honte d'elle, songeant à la délicatesse parfumée et ensommeillée qui devait l'observer du train, plaignant la laideur de la pauvreté ou s'en amusant.